Bonjour à toutes et à tous. Et avant de vous parler de ma petite expérience d'éditeur en Algérie, j'aimerais avant tout remercier ce collectif qui s'appelle ACDA, dont je reçois les messages régulièrement, et dans les programmes, l'action et ce que je crois savoir de la philosophie générale me plaisent beaucoup. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans l'organisation et la poursuite de vos activités. Je vais essayer d'être bref, surtout que je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de revenir sur des choses que tout le monde connaît très très bien. Je vais essayer de vous faire un petit tableau de mon expérience d'éditeur en Algérie en 15-20 minutes pour laisser le plus de place possible aux questions et aux débats. Donc rapidement, une petite précision d'abord, ma maison d'édition n'est pas spécialisée dans le domaine amazigh. C'est vrai que j'accorde une place et une attention particulière à ce domaine, mais je n'exclus a priori aucune langue, je dis bien aucune langue, y compris l'arabe, pour être plus précis. Ce qui est important pour moi, c'est le contenu. C'est le contenu. D'accord. Pour l'instant, j'ai édité des ouvrages en français, des ouvrages en tamazight, je préciserai dans quelques minutes, et aussi des ouvrages bilingues. Donc, première précision. L'édition amazigh n'est pas entièrement nouvelle en Afrique du Nord. Donc, vous savez qu'il a existé ne serait-ce que des imprimeurs pendant l'époque coloniale. Des imprimeurs qui ont imprimé des livres, des dictionnaires, des grammaires berbères au sens général du terme, qu'il s'agisse des variétés linguistiques algériennes ou marocaines ou même ailleurs. Après l'indépendance, ça aussi, ce sont des choses que vous connaissez. Donc il y a eu un blackout total sur non seulement l'édition berbère, mais la dimension berbère d'une façon générale, donc une exclusion totale du champ politique, culturel, linguistique. Si on se limite à l'Algérie, donc l'édition en Algérie, il y avait la SNED d'un côté, la Société nationale d'édition et de diffusion, pour les ouvrages, disons, grand public, qui avait tout simplement un monopole. C'est une société qui appartenait à l'État. Donc la SNED d'un côté et l'OPU, l'Office des publications universitaires, pour les publications universitaires. Les deux seules langues qui étaient acceptées pour l'édition, c'était le français et l'arabe. Non seulement des langues, mais aussi le contenu. On ne pouvait pas non plus éditer n'importe quoi en français, ni n'importe quoi en arabe. Donc il y avait un contrôle strict au niveau des instruments linguistiques d'une part, français et arabe, et aussi, peut-être même surtout, un contrôle des contenus. Donc le berbère, ce n'était même pas la peine d'y penser. Les 2 ou 3 personnes que nous connaissons, ne serait-ce que Belmouhab et moi, qui ont eu, je ne sais pas comment dire, le courage ou l'outrecuidance d'écrire à la SNED pour faire éditer des ouvrages en berbère. Ahmed Mzded, pour ne pas le nommer, et moi-même, on a reçu des réponses du département des langues étrangères de la SNED. Des réponses négatives, département des langues étrangères de la SNED. Donc, la seule exception avant l'ouverture du champ politique, la seule exception, à ma connaissance, c'était un recueil de poésie mozambique, imprimé à Ardaya en 1985 et écrit en caractère arabe. Voilà, donc avec l'ouverture du champ politique, il y a eu bien sûr Bouchen qui est maintenant installé en région parisienne. À ma connaissance, c'était le premier ou parmi les premiers. Donc il a sorti notamment la grammaire berbère de Mamri en 90 ou 91, je ne sais plus. Il a sorti un livre de Saadit Yassine sur El Megillet, un livre de Shaker, Imazir Nassar. Donc il y avait Bouchen, je crois qu'il a fait partie des premiers. La Fomique, c'est un éditeur qui, à ma connaissance, a disparu. C'est la Fomique qui a sorti le dernier ouvrage, d'ailleurs paru à titre posthume, de Mouloud Mamri sur Cheikh Mohamed Hussein. La Fomique, voilà, donc actuellement,
Oui, oui, donc c'est la fourmi qui a été le premier, avant Bouchen. Avant Bouchen. Donc actuellement, il y a plusieurs éditeurs qui touchent, qui éditent des livres dans le domaine berbère. Ne serait-ce qu'à Tizi Ouzou, il y a les éditions L'Odyssée. Les éditions L'Odyssée qui viennent de sortir il y a à peine une semaine un ouvrage sur la pédagogie de Tamazirt, qui est écrit par un collectif d'enseignants-chercheurs, dont la plupart font des études à l'Université Paris 8. C'est un livre qui vient de sortir, il y a moins d'une semaine. Un livre très intéressant, parce qu'il remet en cause la pédagogie qui est utilisée pour Tamazirt depuis son introduction dans le système éducatif. Donc il y a les éditions L'Odyssée, il y a les éditions Thiram de Brahim Tazarat, qui est basé à Béjaïa. Il y a les éditions Mahdi de Tizi Ouzou, qui fait surtout de la réédition, occasionnellement de l'édition aussi. Un livre de Mouhada avec Tracy qui s'appelle Tata Batata, édité à Tizi Ouzou il y a 2 ans, je crois. Et ma maison d'édition qui existe juridiquement depuis fin 2008. Et pour ce qui concerne le début de l'activité éditoriale, ça remonte au mois d'août 2009. Donc depuis le mois d'août 2009, j'en suis maintenant à 29 publications. La 30e se trouve chez l'imprimeur et devrait sortir vers le mois de janvier. Donc il y a des ouvrages en français, écrits entièrement en français, dans celui de M. Brahim Salhi, qui est ici présent dans la salle et qui va intervenir tout à l'heure, qui s'appelle Algérie, citoyenneté et identité. Donc Brahim Salhi, vous le connaissez, professeur de sociologie à l'université de Tizi Ouzou. Son ouvrage comprend un certain nombre de chapitres qui traînent de beaucoup d'aspects de la société algérienne actuelle. Il y a un chapitre sur l'islam, 2 chapitres sur les événements de 80, un chapitre sur ce qu'on appelle le printemps noir, donc les événements de 2001 en Kabylie, un chapitre sur le combat des femmes en Algérie, un chapitre sur le mouvement associatif en Algérie. Je ne sais pas si j'ai tout dit, voilà. Donc ça va, bon, ma mémoire n'est pas encore tout à fait défaillante. Donc des ouvrages en français, dont celui de Brahim Salhi, une étude de sociologie sur l'Algérie actuelle, des ouvrages bilingues dont vous avez vu défiler tout à l'heure un certain nombre de couvertures, bilingues comme l'œuvre complète de la poétesse Hadjira Bachir. Vous avez des écrits politiques comme ceux de Rachid Ali Yahya, dont vous voyez la couverture sur l'écran, un ouvrage sur l'arabe, réflexion sur l'arabe classique, et un ouvrage dans lequel Rachid Ali Yahya prône une solution fédérale pour l'Afrique du Nord. Et il y a aussi bien sûr des ouvrages qui sont écrits entièrement en tamazirt, surtout variété kabyle. Par exemple, le roman Akini Oudrer de Omar Amara, qui est un physicien de formation et qui travaille maintenant en région parisienne. Vous avez aussi des adaptations en kabyle à partir d'œuvres littéraires françaises, comme le livre dont on a vu la couverture tout à l'heure, Arioul N'Djandjis de Amzian Kza, qui a adapté en kabyle des œuvres de Prévert, de Franck Pavlov et de Raymond Queneau. Quoi d'autre? Il y a aussi 4 gros dictionnaires, un dictionnaire de proverbes kabyles bilingue, écrit par Ramadan Asmansour Wahez, qui est un ancien professeur de chimie de l'université d'Alger, où il a exercé pendant 30 ans. Un dictionnaire de berbère libyen, je commenterai par la suite pourquoi un dictionnaire de berbère libyen à Tizi Ouzou. Un dictionnaire d'hydronymie générale de l'Afrique du Nord fait par Fodil Chériguet, qui est professeur d'université à Béjaïa, et un dictionnaire toponymique et historique de l'Algérie fait par Mohamed Dehli Hadadou, qui est un berbérisant et professeur d'université. Je vais insister sur 2 publications, le dictionnaire de berbère libyen et les contes de Figuig. Figuig, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près au même niveau que Béchar, donc c'est du côté marocain, au même niveau que Béchar. Ça fait partie de ce qu'on appelle les parlers zénètes, les zénètes berbères. Les contes de Figuig ont été écrits par Hassan Ben Amara,
qui est un professeur de français en poste à FIGIC. Donc ce sont des publications qui ont pour moi une valeur à la fois symbolique mais aussi concrète très importante, parce que je me suis dit que c'était important qu'on puisse trouver à Tizi Ouzou des publications qui sont faites dans d'autres variétés linguistiques que le kabyle, pour que les gens voient concrètement que ce berbère dont on parle tant mais qu'on voit si peu existe vraiment, qu'ils aient la possibilité d'avoir, ne serait-ce que de regarder entre les mains du berbère libyen ou bien du berbère marocain. Voilà, donc au niveau des... Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il y a le temps qui passe. Donc les principales difficultés, bon bien sûr, c'est peut-être que la première, c'est celle du lectorat. C'est le commentaire que j'entends tous les jours, que vous entendez tous les jours, qu'on entend tous les jours à tous les comptoirs de café en Algérie. Pourquoi vous êtes éditeur? Les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus, d'accord? Si on attendait que les gens se mettent à lire, on n'aurait pas besoin d'éditer. Bon, je pense que c'est un... Bon, je le répète souvent, l'édition est un combat. Il faut contribuer à créer du lectorat. Ce n'est pas en restant les bras croisés, qu'en répétant sans arrêt qu'il n'y a pas de lecteur, que les gens ne font plus que courir après les affaires, l'argent, ceci, cela, etc. Donc il faut contribuer à créer du lectorat pour que demain le livre se porte mieux. Donc une certaine faiblesse du lectorat, même si il n'y a pas d'études sérieuses sur le lectorat en Algérie. Mais ce sont des choses qu'on entend un peu partout. La distribution est un gros problème. On n'a pas vraiment de distributeurs au sens professionnel du terme. Et le peu de distributeurs que nous avons ne fonctionnent pas, très très vite, ne serait-ce qu'au niveau des recouvrements des sommes, au niveau des recouvrements de l'argent qui est dû aux éditeurs. Ça, ce sont des problèmes qui concernent l'édition algérienne en général, donc le lectorat, la distribution, et puis malheureusement des problèmes de la vie de tous les jours qui prennent le pas sur la lecture. Il y a des problèmes spécifiques à l'édition berbère. Il y a des problèmes spécifiques à l'édition berbère qui concernent par exemple l'orthographe. Ceux qui connaissent un peu le domaine savent que l'orthographe, ne serait-ce que l'orthographe du kabyle, pour ne pas nous aventurer sur des terrains un peu plus larges, l'orthographe du kabyle en caractère latin est plus ou moins stabilisée. On peut dire, pour avoir une idée, on peut dire qu'elle est stabilisée, allez, on va dire à 95%. Donc il peut y avoir des problèmes, des petites variations au niveau de ce 5% qui reste, et que chacun traite un peu comme il l'entend. Donc il y a des soucis au niveau de l'orthographe. Ça m'est arrivé en tant qu'éditeur d'avoir des demandes particulières des auteurs qui me disent « Moi je vous confie mon manuscrit, mais à condition d'écrire telle ou telle chose de cette façon. » Donc on a une certaine pression en tant qu'éditeur sur l'orthographe qu'il faut pratiquer. Il y a aussi des problèmes de graphie, parce qu'il y a des auteurs qui voudraient bien que leurs textes paraissent en caractère tifinagh. Un dernier point, puis je rendrai le micro à Abdel Mohamed, un dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est la qualité de la langue. Pour moi, c'est le critère numéro 1, en tout cas pour Tamazight et pour les autres bons ouvrages également. C'est la qualité de la langue. Quand je me suis constitué comme éditeur, je me suis dit que peut-être je pourrais apporter un petit plus dans ce domaine, ne serait-ce qu'en faisant attention à la qualité de la langue. En tout cas, j'ai évacué d'emblée l'idée qu'il fallait publier de l'amazigh à tout bout de champ parce que c'est de l'amazigh. Ça, je n'en veux pas et je n'en voudrais pas. Il n'est pas question que je fasse de la démagogie, que je publie du berbère parce que c'est du berbère. Je regarde avant tout la qualité de la langue. Ça m'arrive et ça m'arrivera de refuser des livres. Donc pas de démagogie sur l'amazigh parce que c'est de l'amazigh. Il faut aussi que la qualité de la langue soit au rendez-vous. Et c'est cette exigence de qualité qui a fait que j'ai lancé récemment une collection. C'est la collection fichier de documentation berbère. La raison principale, c'est la qualité de la langue qu'on trouve dans ces publications qui ont été faites en blanc
avait comme informateur, par exemple, ne serait-ce que des femmes kabyles monolingues. Donc vous avez là une qualité de langue qui est unique et qu'on ne pratique plus maintenant, ni à l'oral, ni à l'écrit. Ni à l'écrit, je dirais encore plus à l'écrit, parce qu'à l'écrit, on aura peut-être l'occasion d'en débattre, d'en parler pendant le débat. Il y a des auteurs qui font tout simplement un travail qui, à mon avis, est contre-productif, en utilisant des néologismes et en utilisant une langue que plus personne ne comprend. Sauf ce qu'on pourrait appeler une sorte de secte qui est en train de se constituer autour d'un berbère classique pour faire vite. Voilà, je vous remercie et je redonne le micro à vous. Bon, je vais essayer d'être bref, même si je crois que j'ai eu droit à plusieurs questions. Donc les réponses seront un peu mouillées, j'espère que... La première question, c'est une vaste question. Est-ce qu'il existe une écriture féminine? Ça ne concerne pas seulement le berbère ou l'arabe ou le français, ça concerne toutes les langues. Oui, je vais en arriver. Bon, s'agissant de la production traditionnelle, je pense qu'une grande partie de la production traditionnelle est d'origine féminine. Les contes d'une part, la poésie. Bon, malheureusement, au niveau des noms d'auteurs, il y a plus de noms d'auteurs masculins qui nous sont restés que de noms d'auteurs féminins. Je parle de la Kabylie. Voilà. Bon, maintenant, au niveau de la production moderne, de ce que j'ai édité en tout cas, il y a l'œuvre complète de Hajira, complète en tout cas jusqu'au jour de l'édition, parce que Dieu merci, il est toujours vivante et j'imagine qu'il écrit toujours. Donc Hajira, Hajira au niveau de la thématique, je pense que Hajira est suffisamment connue. C'est une thématique identitaire d'une part, donc la défense de la berbérité. D'ailleurs, son livre est classé de façon thématique, par thème. Donc la thématique identitaire, la thématique de la femme, le combat de la femme, parce que Hajira, vous la connaissez, elle s'est beaucoup investie là-dedans également. Et il y a une thématique sentimentale, et puis une thématique que je classerai sous la rubrique, disons, politique, de contestation du pouvoir en place de façon générale. Mais ce qui est important, c'est la qualité de la langue, encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un bon poète, à mon avis en tout cas. Je m'excuse de parler devant un Ben Mohamed à mes côtés. Un bon poète, ce n'est pas quelqu'un qui aborde des thèmes, mais c'est surtout la façon dont il les aborde qui est importante. C'est la façon de dire qui est importante et non pas le thème lui-même. Je crois que c'est Mamri qui disait qu'on pouvait écrire un navet sur un événement aussi important que la guerre d'Algérie. Je parle des écrivains. Et qu'un très bon écrivain, c'est quelqu'un qui peut écrire une merveille sur cette petite bouteille d'eau. C'est la forme qui est importante, c'est la façon d'écrire qui est importante, et c'est ce qu'on attend d'un écrivain. Ce ne sont pas des slogans qu'on attend d'un écrivain ou d'un poète. Donc voilà pour Hajira. J'ai édité aussi un ouvrage de Bahia Medal, mais il ne s'agit pas de poésie personnelle. C'est une poésie qu'elle a recueillie. Bahia Medal, j'ai édité son livre sur la ruche de Kabylie. La ruche de Kabylie, en quelques mots, puisqu'il faut faire vite, c'est un peu l'équivalent du mouvement scout, mais pour les filles, pour les jeunes filles. Donc c'est un mouvement qui a été créé dans les années 40 en Kabylie par des sœurs blanches pour faire de l'éducation parascolaire destinée aux jeunes filles kabyles. Donc pourquoi la ruche? Parce que la ruche, les abeilles, ça symbolise la solidarité, le travail, etc., etc. Donc ce sont ces valeurs qui sont derrière ce projet qui s'est appelé la ruche de Kabylie. Donc c'est une poésie qui ne lui appartient pas. Donc ce sont des poèmes de bande adolescente, de gamines des années 40-50 sur ces différentes valeurs, la solidarité, le travail et ainsi de suite. Bahia Medal a également écrit une chronique historique de la Kabylie. En gros, c'est la Kabylie du XXe siècle qui s'appelle Dans le giron d'une montagne. Donc je ne suis pas spécialiste de littérature, je n'ai pas vu de particularité concernant sa façon d'écrire. Ça aurait pu très bien être écrit par un homme. Et puis j'ai édité aussi un livre de Nadia Mouahia, mais cette fois-ci en français. Nadia Mouahia, qui est psychologue de formation, son livre a l'avantage de nous faire pénétrer dans l'intimité la plus profonde d'une famille kabyle.
Nadia Mouahia donc, a dit des choses qu'on ne se dit pas tous les jours, ni entre Kabyles, ni entre Algériens. Donc elle parle des problèmes de communication entre les frères et sœurs, des problèmes de communication entre les enfants et les parents. Et puis elle en parle donc à la fois d'une façon, elle en parle avec ses tripes, parce qu'il s'agit de sa famille, de son frère, de ses afforbés, mais elle en parle aussi en tant que psychologue. Donc il y a de la théorie derrière, il y a de l'élaboration. Donc c'est sûr que dans ce livre, par contre, il y a certainement une part de féminité dans la façon d'écrire. Un autre livre où il y a eu des femmes, mais pas d'écriture particulière, puisqu'il s'agit d'un livre technique sur la bijouterie. Une étude économique sur la bijouterie, donc avec 2 auteurs femmes et un auteur homme. Sinon, par ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai édité, mais il y a le roman de Linda Kodash qu'il faut signaler. Le roman de Linda Kodash qui a été édité par la maison d'édition, j'ai oublié son nom, qui est, je crois, de quelqu'un de la famille de Saïd Chemar. Linda Kodash, c'est le premier roman écrit en kabyle par une femme. Ashi Untmes. Si je peux me permettre un petit commentaire, il n'y a pas beaucoup de romans au sens moderne du terme écrits par des femmes. Mais une première remarque, ne serait-ce qu'à partir du roman de Linda Kodash, c'est que je pense que les femmes sont beaucoup plus proches de la langue telle qu'il existe véritablement, disons, dans la rue et dans les foyers. Alors que les écrivains hommes, pas tous heureusement, beaucoup d'écrivains hommes ont tendance à se positionner en écrivant. Donc il y a aussi des stratégies de positionnement social, de positionnement symbolique, de pouvoir à travers l'écriture. L'écriture masculine, c'est une écriture qui cherche quelque part le pouvoir, alors que l'écriture féminine, c'est une piste de recherche. Je ne dispose pas de la vérité absolue, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Alors que l'écriture féminine est beaucoup plus proche de la langue, de la réalité, du sentiment, etc. Le salon du livre, Naïm a répondu en tout cas pour ce qui la concerne. Ce ne sont pas les éditeurs qui choisissent les formules des salons. Donc, le salon de Bouguera, à ma connaissance, est organisé par le HCA. Il y a eu d'ailleurs une réunion il y a une dizaine de jours à Bouguera pour essayer de relancer le salon du livre de Bouguera, parce qu'à Bouguera, rapidement, il semble, je ne connais pas très bien le terrain, il semble qu'il y a des résistances locales quant à la berbérité de façon générale, par rapport au salon en particulier. Pour vous donner un exemple, en tant qu'éditeur, quand on participe au salon du livre de Bouguera, si vous vendez 4-5 livres en 48 heures, c'est déjà un miracle. C'est déjà un miracle. Donc il y a peut-être un manque d'informations. Et si j'ai bien compris, ça a été dit à demi-mot, parce qu'il y avait le HCA, le ministère de l'Éducation. Il y a des résistances sur place à Bouguera, pas seulement par rapport au salon, mais par rapport à la berbérité en général. Sinon, pour le SILA, nous participons comme nous pouvons. C'est vrai que les stands reviennent chers pour des petits éditeurs. Le stand minimum, c'est 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, si vous comptez, je crois, l'étagère, l'armoire ou je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas loin de 50 000 dinars. 50 000 dinars, ce n'est pas rien, parce qu'un petit éditeur n'est pas sûr de ramasser les 50 000 dinars pendant la durée du salon. Donc il y a des hésitations par rapport à ça. En ce qui me concerne, ça fait 2 années consécutives que je me suis fait représenter par un confrère de Tizi Ouzou, les éditions de Hamel. Sinon, il y a d'autres éditeurs qui font aussi dans le domaine berbère, qui ont participé, comme les éditions L'Odyssée. Vous avez aussi les éditions Coucou, qui cette année ont boycotté le SILA. Il y a eu un communiqué qui a circulé sur Internet. Le FDB, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fichier de documentation berbère, fondé en 1946, qui a travaillé jusqu'en 1976. Ils ont arrêté en 1976 parce qu'il y a eu la mise sous scellé décidée par le ministère algérien de l'Intérieur. Le fichier de documentation berbère, qu'est-ce que c'est? Rapidement, donc c'est 30 ans de travail. Les fondateurs, c'est Jean-Marie Dallet, Henri Genevoix, le père Lanfry, ce sont des pères blancs qui ont créé ce fichier. Ils ont produit essentiellement sur la Kabylie. On n'est pas loin du 100% sur la Kabylie. Donc la Kabylie, ils ont touché un peu à tout. La poésie, les contes, l'éducation traditionnelle,
des monographies villageoises, j'en oublie, hein, les pèlerinages traditionnels, etc., etc. Ils ont touché un peu à la Libye, dans le dictionnaire que j'ai réédité à Tizi Ouzou, le dictionnaire de berbère libyen. Ils ont touché un tout petit peu au Mzab, avec 3 fascicules sur le Mzab, des récits du Mzab bilingue, mozabite français, et puis des études, disons, de grammaire. Les 3 fascicules appartiennent à Jean-Marie Dallet. Le point de départ, ça a été Darbanat Yeraten, fort national pendant l'époque coloniale. Ensuite, ils étaient basés à Al-Harrach, quartier La Vigerie, et enfin en chemin des Glycines à Alger, jusqu'à la mise sous CD. Je crois savoir que la mise sous CD, je ne suis pas sûr à 100%, la mise sous CD a été levée dans les années 80, je ne sais plus qui c'est. Voilà, il y a Brahim qui confirme de la tête. La mise sous CD a été levée. En ce qui me concerne, je ne me suis pas posé... Bon, peu importe, je ne me suis pas posé la question en tout cas. Moi, je signe les contrats d'édition directement avec les Pères Blancs qui sont basés à Alger. Ils m'ont proposé la collection complète. Je leur ai dit que pour l'instant, j'avais suffisamment de matière pour les premières publications. Donc, je travaille avec les fascicules dont je dispose. Voilà, bon, donc ce n'est pas... bon, c'est un chantier. C'est un chantier qui est monumental parce qu'il faut ressaisir sur ordinateur tout ce qui a été tapé avec de simples machines à écrire pendant une trentaine d'années. Donc ce sont des machines à écrire avec un système alphabétique qui est maintenant dépassé et avec une orthographe qui est maintenant dépassée. Donc il faut ressaisir tout sur ordinateur et en même temps actualiser l'orthographe des textes berbères. J'en suis à 2 fascicules pour l'instant. L'habitation kabyle d'Henri Genevoix, La Laine d'Henri Genevoix également. Ce sont des fascicules bilingues. Les 2 premiers que j'ai réédités, c'est du kabyle. Pour la suite, j'hésite entre faire du kabyle aussi, le mariage en kabylie, ou bien faire un peu de mozabite pour changer. Voilà. On va prendre un quart d'heure et après on reprend. Juste une petite remarque, messieurs, dames, les discussions, on